Bonjour et merci d'être tous là pour cette table ronde qui sera consacrée au numérique au service de la méthanisation. Donc, je m'appelle Joseph Sasson et je suis conseiller architecte en innovation sur le secteur bancaire chez Oracle. Je vais avoir le plaisir d'animer cette table ronde si vous le voulez bien. Nous allons passer un peu moins d'une petite heure pour rappeler rapidement le contexte du biométhane, les signaux positifs que l'on peut observer cette année, discuter des freins qui subsistent encore dans son développement, les solutions possibles basées sur le numérique pour lever ces freins, et nous terminerons avec un temps réservé pour des questions et des questions-réponses. Donc pour cette table ronde, nous avons la chance d'avoir d'éminents spécialistes, acteurs de clés de cette filière, et je vais leur laisser le soin de se présenter. Merci Joseph. Donc Olivier Guérini, moi je suis directeur industriel chez Engie et donc je travaille à l'industrialisation du biométhane dans notre entreprise. Bonjour, Christophe Marugan, Crédit Agricole en Bretagne. Donc, je suis expert en énergie renouvelable. J'accompagne les collègues sur la découverte de ces projets et les clients aussi pour maturer tous ces projets d'énergie renouvelable. Et aujourd'hui, la méthanisation occupe 80% de notre temps. Bonjour, François-Xavier Létang. Je suis agriculteur au départ et exploitant de 4 méthaniseurs actuellement. Et aussi porteur de projets d'autres méthaniseurs qui sont en cours de développement. Bonjour, Grégory Raboisson. Donc je travaille dans une filiale de Crédit Agricole SA qui s'appelle Crédit Agricole Leasing et Factoring, dans lequel il y a 3 métiers, du leasing, de la facturage et des financements énergie et territoire. Et c'est dans ce cadre-là que s'exercent mes fonctions. Je suis en charge en fait d'animer un réseau de commerciaux qui distille des produits de financement énergie renouvelable, et également toute une partie qui est liée à l'ingénierie des projets, c'est-à-dire qu'on les accompagne dans la complexité, on essaie de comprendre les évolutions liées à notre métier. Et c'est dans ce cadre-là que je suis invité, sachant qu'on fait de la méthanisation à un niveau, je le dirais, un peu moins que Christophe, qui lui travaille sur beaucoup de projets. Nous, on en fait beaucoup moins, mais pour des tailles un peu plus importantes. Voilà. La méthanisation, c'est quoi pour le néophyte? Donc, le gaz vert, c'est la promesse de remplacer à terme le gaz d'origine fossile, actuellement importé en France, de Russie, d'Algérie ou de Norvège, et donc créer du gaz issu de la biomasse, beaucoup moins polluante. Le fonctionnement, comme vous l'y représentez ici, est assez simple. On collecte de la matière organique pour alimenter une installation de méthanisation. Ces matières, elles proviennent d'effluents d'élevage, du lisier, du fumier, d'autres matières agricoles telles que de la paille, des cultures intermédiaires, mais aussi des déchets ménagers, de la restauration, des stations d'épuration d'eau usée, des déchets verts, des collectivités, les tontes, les branchages. Toutes ces matières sont chauffées, brassées et dégradées dans un environnement privé d'oxygène. C'est ce que vous voyez au milieu, c'est le digesteur. Donc je vous propose une vidéo qui va illustrer un cas concret en Vendée avec la mise en place d'une unité de méthanisation et avec injection de gaz dans le réseau. Une station-service, quoi de plus normal sur la route? Mais cette station est un peu particulière. Elle distribue un gaz vert, du biométhane. Au niveau du prix aussi, bien sûr, c'est moins cher que le gasoil. Une autonomie intéressante quand même, pour faire un minimum de kilométrage, environ 450 par jour. Ce transporteur payera 99 centimes le litre, soit 30% moins cher que le gasoil. Le biométhane à la place de l'essence, c'est 10 agriculteurs vendéens qui en ont eu l'idée. Et les atouts sont nombreux. Plutôt que ça soit un pétrolier qui le fasse, il semblait important que nous, agriculteurs, on se prenne en main et on propose un carburant vert pour les transporteurs.
Après, au niveau du CO2, on va diminuer de 80% l'émission de CO2. Et enfin, en particules fines, il y en a quasiment plus d'émissions de particules fines à la combustion de ce carburant. Ce carburant vert ne coûte pas cher à produire, car il provient des déjections des vaches de 4 exploitations. Damien Roy possède 150 vaches. Il les nourrit avec son maïs, son blé et son colza. Le fumier et le lisier, il le récupère précieusement. Plusieurs fois par jour, le même manège. Là, on est à côté du racleur qui, 15 fois par jour, racle les bouses et la paille. L'or noir de la ferme se retrouve dans cette fosse où il est broyé. Ce mélange va être pompé tous les jours, plusieurs fois par jour, pour l'envoyer à la méthanisation. 300 mètres plus loin, il se mélange avec celui de 3 autres fermes. À cela s'ajoutent les sous-produits agroalimentaires apportés par les industriels de la région. Le tout ira dans cette grande cuve. Chauffée à 40 degrés, les bactéries dégradent la matière. On obtient le biométhane pour faire rouler les camions. Il alimente aussi 1500 foyers de la ville de Mortagne-sur-Sèvre en énergie. Cette énergie profite aussi à l'économie locale. Cette boulangerie industrielle l'utilise pour chauffer son four qui marche 24 heures sur 24. Grâce au biométhane, c'est 30 000 petits pains au chocolat qui sont cuits à l'heure. Cette entreprise a fait le pari du biométhane. En plus de son four, elle a fait l'investissement de 2 camions équipés d'un moteur spécifique, et cela malgré un surcoût. Oui, le camion est légèrement plus cher, 25%, ce qui n'est pas négligeable pour un camion. L'énergie agricole qu'on achète est moins chère et surtout, elle est stable pendant 3 ans. On a passé un contrat avec les agriculteurs avec une stabilité des prix pendant 3 ans. Damien Roy et les 9 agriculteurs du projet doivent maintenant convaincre les constructeurs automobiles de s'équiper en moteur spécifique. Lorsque la station de carburant tournera à plein régime, ils pourront alors se verser un complément de salaire. Voilà. C'est un site qui est en production depuis 4 ans déjà. Donc, comme il a été indiqué, il chauffe 1500 foyers. Juste pour information, en moyenne, quand on regarde les statistiques, il y a un site méthaniseur, c'est entre 800, ça va permettre de chauffer 800 à 1800 foyers. Voilà. Et typiquement, un projet tel que celui-ci, c'est 1 an de réflexion, 2 ans de procédure administrative et un peu moins d'1 année de travaux. Mais François Xavier nous en parlera un peu plus dans le détail. Voilà. Alors, quelques statistiques. Voilà. Donc, on a environ, à ce jour, un peu plus de 600 unités de méthanisation. Les chiffres sont un peu anciens en France. Les pouvoirs publics entendent accélérer ce développement avec une série de mesures qui a été annoncée fin mars de cette année. C'est l'objectif de la loi de transition énergétique pour la croissance verte et qui fixe à 10% de gaz d'origine renouvelable en 2030 et 100% en 2050. On en est à moins d'1%. Sur ces 600 unités en activité, 80% sont en fait d'origine agricole. Les autres sont issus de collectivités territoriales et puis de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, il y a plus d'une 60aine de sites qui injectent en biométhane dans le réseau GRDF. Ça représente à peu près 800 gigawattheures par an, soit l'énergie nécessaire pour chauffer près de 66 000 foyers ou faire circuler 3000 bus. Voilà. Bon, ça demande quand même des investissements énormes pour les agriculteurs en termes de fonds propres. Les banques, en moyenne, demandent 20 à 25% du budget à prévoir sur une unité. La moyenne, c'est 3-5 millions d'euros.
Voilà, donc c'est un poids pour l'exploitant, le porteur de projet, et également pour l'État qui subventionne. Voilà. Bon, première question. Donc les témoignages recueillis auprès de la plupart des porteurs de projets font état encore de verrous scientifiques, technologiques, organisationnels, économiques, financiers. Et la question s'adresse à pour commencer, à monsieur Létang. Entre le temps de la réflexion et celui des procédures administratives qui précèdent le lancement des travaux, quelles sont, d'après vous, les principales difficultés que vous avez rencontrées et qui auraient pu vous amener finalement à renoncer, ou en tout cas vous poser la question, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Comme vous l'avez dit, il faut à peu près 4 ans pour sortir un projet. La première année qui est nécessaire à la réflexion, elle est quasiment incompressible parce que c'est le temps de fédérer les agriculteurs autour d'un projet, de leur expliquer qu'ils vont être obligés de changer leur méthode de production, notamment par rapport aux productions de cultures intermédiaires, par rapport à l'épandage de produits qui sont issus de la méthanisation. Donc il y a vraiment un changement de mentalité. Et ensuite, il y a la réflexion sur l'implantation du projet, la communication autour du projet vis-à-vis des élus et des pouvoirs publics, et le fonctionnement global de l'unité de méthanisation. Après, il y a effectivement 2 ans de procédure administrative, entre 1 et 2 ans de procédure administrative. Et c'est là, effectivement, où, dans ce laps de temps, on va aussi avoir la recherche de financement, la recherche de subventions, la recherche de financement bancaire, éventuellement de fonds propres. Et donc c'est certainement sur cette phase-là où on pourrait gagner du temps. La phase de construction qui dure 1 an, elle est aussi incompressible parce que c'est des installations qui, pour vous donner une idée, sont sur à peu près 2-3 hectares. Donc il y a quand même du travail de terrassement, de construction, etc. Je ne sais pas si ça m'aurait empêché de les faire, pour répondre à votre question, de savoir si ça m'aurait découragé. Je ne pense pas, parce que quand on s'inscrit dans un projet comme ça, on a eu la réflexion au départ de changer notre mode de production au niveau agricole. Et c'est vraiment un changement de mentalité où on va couvrir les sols plus longtemps, on va intégrer, qu'on va récupérer le digestat, le déchet de la méthanisation. En fait, on a beaucoup parlé de la production d'énergie dans votre présentation, mais le slide d'après, ouais, ou là, celui-là, voilà. En fait, on se rend compte que c'est en bas, mais c'est très important pour nous. C'est-à-dire que la méthanisation crée un déchet. Et ce déchet, c'est de l'engrais pour nous. Et ça vient en substitution des engrais qu'on achète. Et aujourd'hui, ça couvre 50% de nos besoins. Donc ça nous permet de faire une économie significative. Ça, c'est le premier volet qui est pas négligeable. Mais ça nous permet également d'avoir des engrais de meilleure qualité. Alors je précise qu'on n'est pas producteur on n'est pas éleveur. Donc, comme on n'est pas éleveur, on n'a pas d'effluents d'élevage. Donc, on n'a pas ce retour au sol par les effluents d'élevage. Et nous, en production végétale, on est des gros consommateurs d'engrais parce qu'on exporte tous les ans du grain, des pommes de terre, des betteraves de notre terre. Donc, il faut qu'on alimente le sol. Il faut qu'on nourrisse le sol. Et cette nourriture, elle est essentiellement à base d'engrais chimiques. Et donc, grâce à la méthanisation, on substitue des engrais chimiques qui nous coûtent de plus en plus cher par des engrais organiques. Merci beaucoup, Monsieur Létang. Petite question pour Olivier Guérini. Pour Engie, le développement de la filière biogaz et donc de la méthanisation est essentiel et fait partie de la stratégie. Quels sont encore, d'après vous, les plus grands freins à la démultiplication de ce type d'unité ? Est-ce la complexité des projets, la maturité de la technologie qui est embarquée, ou les compétences pour les exploiter et pour optimiser leur rentabilité ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, en termes de maturité, on est quand même sur un sujet qui est mûr. On sait faire ce genre d'unité. C'est pas facile. Je pense que c'est des projets sur lesquels on a besoin effectivement d'industrialiser beaucoup d'éléments. C'est pas une technologie qui est nouvelle. Ça fait 40 ans qu'on fait de la méthanisation, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Après, il y a des typologies très différentes selon les pays. C'est vrai que la France, on est sur de la codigestion, donc on va mélanger beaucoup de matières très différentes. On peut avoir jusqu'à 10-15 matières différentes dans un méthaniseur. Donc concrètement, vous avez cette soupe. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi, n'importe quand. Il y a une idée un petit peu d'optimisation du mix à faire. Après, si vous le prenez sous l'angle production énergétique, c'est vrai que nous, chez Engie, on a
un tropisme qui est naturellement énergie. Donc quand on part sur la gestion de déchets, c'est pas notre métier historique. Et donc, quelque part, on a cette complexité qui nous revient, j'allais dire, en face des yeux, et qui n'est pas évidente quand on a des décisions à prendre sur des investissements entre des parcs solaires, des parcs éoliens, de l'hydrogène. Quand on vient sur la méthanisation, il y a une complexité, j'allais dire, des interactions avec le territoire, avec des agriculteurs, avec d'autres acteurs. C'est vrai que historiquement, c'est pas la culture d'Engie d'interagir avec des métiers de l'agricole. Moi, j'ai de la famille vigneron, historiquement, donc voilà, on sait y penser. Je sais que certains d'entre nous en ont aussi. Mais néanmoins, en termes de métier, les choses sont quand même assez différentes. Donc depuis 3-4 ans, on a une filiale en France qui s'appelle Engie Biogaz qui a fait un travail formidable de débroussaillage d'ouvreurs. Concrètement, c'est quasiment une start-up interne au groupe. On leur a donné carte blanche pour développer ça. Ils sont 6 ou 7, donc très peu nombreux. Et aujourd'hui, on a fait un exercice un peu de 360 degrés sur ce qu'ils avaient réalisé, qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qu'il fallait faire mieux. Alors, on a eu aussi une chance formidable, c'est d'avoir, en France, un réseau de gaz qui est très développé. C'est 500 TWh de gaz aujourd'hui consommés en France et transportés. Donc quand on les met en relation avec les 800 gigawattheures injectés, vous voyez, ça fait 0,8. C'est peu aujourd'hui, mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est une chance formidable pour la méthanisation et quelque part un driver considérable demain, puisque ces infras ont une vision très long terme. Voilà, c'est des amortissements sur 40-50 ans en termes d'infrastructure. Et donc aujourd'hui, on est en train de repasser à une architecture décentralisée pour le gaz. Le but, c'est évidemment d'entrer dans la transition énergétique à marche forcée, de réduire la part fossile du gaz, même si le gaz est plutôt un bon combustible. On l'a vu tout à l'heure, quelqu'un en parlait, en termes d'émissions de particules, on est vraiment extrêmement faible. On est, je crois, à 1/10 millième par rapport à ce qu'on a sur du gazole ou sur de l'essence traditionnelle. Donc on a plutôt un excellent carburant, mais néanmoins, la part du carbone est fossile. Et donc aujourd'hui, le but, c'est de décarboner ce carburant. La France est un pays qui a un potentiel considérablement en déchets et en tout un tas de sous-produits de matières issus de l'agriculture, issus des industries agroalimentaires. Il y a une étude de l'ADEME qui a été publiée en début d'année qui a montré qu'on pouvait faire quasiment du 100% gaz vert basé sur le potentiel. Peut-être qu'on n'y arrivera jamais, parce qu'il y aura tout un tas d'autres sujets qui viendront là-dessus. Néanmoins, Engie soutient aujourd'hui très fortement un scénario pour lequel, à 2030, on serait capable demain de faire des projets méthanisation sans soutien public. L'idée, c'est toujours pareil, c'est d'arriver à un moment donné à avoir des systèmes qui sont autoportants, qui sont à des coûts compatibles avec le marché. Donc ça suppose évidemment de mettre en place une taxe carbone. On soutient ce scénario, mais l'intérêt avec l'énergie du gaz, c'est qu'on n'est pas sur des échelles de coûts extrêmement démesurées. On est sur des ratios de 2 à 3 par rapport à des coûts actuels du gaz naturel. Ça nécessite des efforts. Voilà, on a des technologies améliorées, on a des rendements améliorés, on a du sourcing à mieux gérer, on a des constructions de projets, comme le disait M. Létang, à aussi réduire, parce qu'aujourd'hui ça prend du temps. Il y a des temps incompressibles, ça c'est clair, mais on espère que ça va s'accélérer. On y travaille avec les agriculteurs, avec des associations, avec tout un tas d'acteurs. Voilà, c'est nécessairement un travail collégial. Engie ne peut pas avancer tout seul dans ce domaine-là. On a besoin aussi d'avoir d'autres entreprises comme nous qui s'y mettent. Aujourd'hui, les investissements ne sont pas encore à la hauteur de ce qu'on peut imaginer. Donc voilà, on essaie de construire un écosystème avec modestie, mais aussi avec ambition, pour que demain, on ait vraiment des milliers d'unités en France. Les 600 que vous avez vues d'unités, c'est l'histoire de 25 ans de construction et de réalisation. Donc aujourd'hui, il y a un flux par an qui est de quelques dizaines d'unités. L'idée, c'est de le transformer à plusieurs centaines. Donc pour ça, il y a une question industrielle, il y a un écosystème, il y a des PME aussi qui doivent se renforcer. Il y a aussi des fournisseurs de technologies qui aujourd'hui fournissent quelques machines par an. L'idée, c'est de les faire monter en puissance, toujours pour qu'on ait un retour de valeur sur le territoire assez important. Voilà, cette notion-là, elle est quand même au centre de cet écosystème, c'est qu'on a, avec la méthanisation, un taux de retour de richesse qui est quasiment de 60 à 70% sur le territoire. C'est-à-dire quand on met 1 euro et qu'on investit 1 euro dans ces projets, globalement le territoire récupère énormément, ce qui est quand même assez formidable. C'est loin devant les autres énergies renouvelables, comme l'éolien ou le solaire, où on a besoin quand même d'importer des technologies, des panneaux solaires et autres d'un peu partout. Ça, c'est un calcul qui a été fait avec les ministères, et avec GRDF notamment, et on a été à la fois surpris très positivement, mais ça montre aussi que quand on inscrit ces projets-là et qu'on les fait de manière collégiale sur un territoire, finalement la France et les territoires s'y retrouvent. Voilà. Un dernier point aussi sur l'international. On trouve des déchets, on a la chance de pouvoir manger à peu près partout, même si certains ne mangent pas beaucoup à leur faim. Néanmoins, on a des déchets agricoles, on a des déchets municipaux partout dans le monde. Donc ces technologies-là aussi sont ubiquitaires. C'est-à-dire qu'on peut en faire partout.
Voilà, quelque part, on a quasiment des projets partout dans le monde aujourd'hui, là où il y a de l'agriculture, là où il y a un développement de population, là où il y a des villes. Donc c'est un besoin aussi qui fait que demain, nos entreprises, nos fournisseurs de technologies pourront aller s'exporter en Europe, en Afrique, en Asie, aux Pays-Bas, n'importe où. Voilà, quelque part aussi, cet aspect-là, il est quand même assez essentiel. Merci beaucoup, Monsieur Guérini. Ma prochaine question est pour Monsieur Raboisson. Unifergie met au point donc des produits de financement pour la méthanisation. Quels sont, d'après vous, les critères principaux que vous identifiez pour déterminer le risque d'un dossier pour la banque ? Alors, quand on parle de banque, on parle tout de suite de risque, hein, évidemment. Après, je mettrais plutôt des points de vigilance, en l'occurrence. La méthanisation, c'est pas une énergie comme les autres, une énergie renouvelable comme les autres. Hein, c'est-à-dire que quand on fait de l'éolien ou du solaire, c'est assez simple. On doit prédire le soleil ou le vent et l'énergie tourne toute seule. On a juste à maintenir et tout fonctionne. Si je fais des grands raccourcis. Lorsque vous faites de la méthanisation, moi j'utilise le terme digesteur, je le remplace par un estomac. Votre estomac, il faut l'alimenter régulièrement. Une fois, 2 fois par jour. Enfin bon. Cet estomac, aujourd'hui, il est alimenté manuellement. Et puis c'est comme quand vous faites une bonne recette et vous mangez bien, pour que ce soit bien efficace, il faut que vos mélanges soient bons. Les intrants, les recettes, ce qu'on appelle aussi des recettes. Et pour faire ça, en fait, on se rend compte qu'en fait, l'humain est vraiment au cœur aujourd'hui du sujet. Il est au cœur du sujet pour alimenter, et il est au cœur du sujet, je dirais, pour arriver à faire que son méthaniseur fonctionne de façon optimale. Et donc pour faire ça, je dirais, on doit analyser des risques qui ne sont pas que des risques techniques. Alors on va y venir, hein. Il y a des risques techniques, il y a des risques économiques, et il y a le facteur humain. Le facteur humain, alors c'est là où on y viendra dans la suite. Hein. En quoi est-ce que, avec ce facteur humain, on peut essayer d'optimiser et lui donner un peu plus de force. Aujourd'hui, quand on regarde ces projets-là, nous, banquiers, groupe Crédit Agricole, hein, je le rappelle, on a quand même financé plus des 2/3 des méthaniseurs en France, donc on a une certaine expérience. Cette expérience, elle nous a été très profitable pour les très bons projets qui ont bien marché et puis pour les projets qui ont aussi moins bien marché. On a eu, entre guillemets, cette chance dans notre malheur, c'est qu'on a pu voir les projets qui fonctionnaient les moins bien et donc de revoir un peu nos risques, savoir où est-ce qu'ils étaient. Pour l'anecdote, on écrivait à une époque à nos comités de crédit, c'est quoi une unité de méthanisation ? On présentait ces jolis graphiques. Aujourd'hui, notre directeur général, il nous demande quel procédé on utilise, quel niveau d'intrant il va y avoir pour tel et tel procédé. Donc on va dans un niveau de finesse aujourd'hui qui n'est plus le même. Donc pour en revenir sur ces risques, on a des risques techniques. On va regarder finalement, alors si vous pouvez remettre le premier, le graphe initial, en fait on prend toute la chaîne. Et dans toute la chaîne, il y a des risques. Les premiers risques qu'on va aller chercher à identifier, c'est finalement les intrants. Ces intrants-là, on va se poser les questions. Est-ce que les intrants qui vont être proposés vont être suffisants en volume, en qualité ? Quand on dit qualité, c'est le pouvoir méthanogène. C'est-à-dire que quand ils vont être digérés, quel niveau de gaz ils vont être en mesure de produire ? Ça, c'est extrêmement important. Donc il faut de la qualité, il faut de la quantité. Donc il faut gérer les approvisionnements. Et quelque part ensuite, une fois qu'on a vu la partie intrante, il faut s'assurer que les intrants et le procédé qui vont être utilisés sont bons. Nous, on a eu des rapports d'études qui nous ont été remis par des cabinets externes qui nous ont dit que les procédés qui ont été utilisés ne sont pas suffisamment pertinents. Alors on ne va pas rentrer très très loin dans la technique, mais vous avez le principe de la voie sèche et la voie humide. C'est-à-dire que si vous mettez de la matière trop sèche dans un méthaniseur qui est pour de la voie humide, ce n'est pas très compatible. Voilà, tout ça, c'est assez simple. Mais dans les faits, quand il faut aller lire dans les documents et comprendre, c'est des points qui sont relativement importants. Donc il y a ces technicités à avoir sur la gestion des intrants, les aspects techniques. Ensuite, il va y avoir toute la partie, alors on va faire toute l'analyse, je dirais, du procédé dans son ensemble. Et puis ensuite, comment est-ce qu'on va gérer les digestats, les plans d'épandage. Donc il y a toute une partie, finalement, risques techniques, technologiques à prendre en compte. Ensuite, il y a les risques économiques. Alors, je vais prendre, comme on parle beaucoup de l'injection gaz, il y a un risque de débouché à prendre en compte. Pourquoi ? Parce que du gaz, même si vous avez une priorité pour injecter votre gaz sur le réseau, il se peut que s'il n'y a pas besoin de gaz, on ne prend pas votre gaz. Et donc, dans l'analyse qu'on en fait, parce qu'on prête aujourd'hui, c'est des durées qui vont de 15 à 20 ans,
eh ben, faut quand même se poser ces questions-là, de savoir si finalement on est sûr qu'à n'importe quel moment, on va parler plutôt de la période estivale, est-ce que mon gaz, je vais pouvoir l'écouler? Alors, dans 99% des cas, c'est pas un vrai sujet, mais dans le petit pourcent qui reste, ben, on va être obligé d'écréter et possiblement, il va y avoir une baisse de la production nécessaire sur une partie de l'année. Donc ça, c'est un des risques à identifier. Donc, alors on travaille beaucoup, hein, il y a les études en amont qui nous permettent d'avoir ces informations-là. Le risque, il est évidemment la baisse de la consommation, mais si vous avez par exemple sur votre boucle un très gros consommateur qui est une industrie et que malheureusement cette industrie, elle peut avoir des difficultés, vous pouvez perdre complètement ce débouché-là. Donc ça, c'est des éléments qui sont vraiment à prendre en compte dans l'analyse. Après, je dirais, les autres risques économico-financiers, on les a bien gérés en amont. Là où je vais vraiment insister, c'est sur la dernière partie, c'est sur le facteur humain. Le facteur humain, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il est essentiel. Alors, vous en avez un digne représentant avec M. Létang, parce qu'il n'en est pas à sa première unité, mais c'est une des premières questions qu'on se pose. C'est-à-dire que le temps de gestation de ces projets-là, beaucoup sont des agriculteurs qui sont de très bons agriculteurs, mais peut-être pas forcément des spécialistes. Donc, ils apprennent. Et il y a ce temps d'apprentissage. Et aujourd'hui, on va se poser la question, donc il faut qu'on ait des acteurs, des volontaristes, donc qui sont également des actionnaires, qui n'ont pas peur d'accompagner le développement et de rajouter de l'argent si des fois l'unité a du mal à fonctionner. Donc ça, c'est un point important. Après, vous devez vous entourer de bonnes compétences pour l'exploitation. Est-ce que l'exploitation, c'est moi qui vais la faire ou est-ce que je vais la faire par un tiers? Et donc, il faut que ce soit un tiers de confiance. Il y a des sociétés qui le font, mais ce ne sera jamais aussi bien fait que par soi-même. Voilà, il faut se poser ces questions-là. Il faut avoir le temps de le faire. Il y a toute la partie maintenance. Comprendre finalement les enjeux autour de la maintenance, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui viennent vous aider à faire votre maintenance, elle est liée à la qualité du procédé, donc ça c'est également des points à prendre en compte, et puis l'ensemble des agriculteurs ou des apporteurs de matière. Ou quelque part là aussi, on a eu un cas où plus vous avez d'agriculteurs, et en l'occurrence il y avait plus d'une quarantaine d'agriculteurs, ils ramenaient énormément de matière, mais malheureusement la matière elle n'arrivait pas toujours saine, de qualité. Et ça, vous mettez de la mauvaise matière dans votre méthaniseur, ça peut faire de la casse. Et ça fait beaucoup de casse. Qui dit de la casse, dit des coûts. Donc c'est tous ces enjeux-là, alors je les ai faits assez rapidement parce qu'on pourrait parler pendant plusieurs heures, mais tous ces enjeux-là sont extrêmement importants pour le banquier. Et le facteur humain à ce niveau-là est important dans la décision, dans la compréhension du projet et dans sa cohérence. Voilà. On est bien au Crédit Agricole 100% humaine. Et digital. Mais c'est la deuxième partie, c'est un peu de teasing. Merci beaucoup, Monsieur Raboisson. Monsieur Marugan, beaucoup de chemin parcouru depuis les premiers méthaniseurs. Chaque dossier de financement vous traitez est unique, j'imagine. Quels sont les éléments du dossier qui vont particulièrement ralentir leur instruction? Ouais, nous, on est plutôt optimiste sur la méthanisation. On ne cherche pas à voir les éléments qui ralentissent. Nous, on essaye plutôt à favoriser. On est, je pense, un moteur de développement important dans la méthanisation. Donc, je peux peut-être synthétiser un peu ce qu'a dit Grégory sur les critères d'analyse. Rappelez quand même que la méthanisation, elle est diverse, très très diverse, et qu'on a des très gros méthaniseurs, mais il y a de la place pour tout le monde. On a aussi des tout petits méthaniseurs et qui sont loin des tuyaux aussi, qui font de la cogénération parce qu'ils peuvent exploiter aussi de la chaleur. Donc la méthanisation, cogénération, c'est brûler le gaz dans un moteur qui va à peu près à 40% produire de l'électricité et à 40% produire de la chaleur, et cette chaleur elle peut être valorisée en élevage. Donc moi je travaille dans une région, la Bretagne, où la méthanisation est très diverse. Ça démarre en cogénération des 33 kg, des tout petits méthaniseurs où on va méthaniser que des effluents d'élevage sans rajouter de matière végétale, jusqu'à des 500 kW en cogénération. Et puis après, il y a des projets collectifs. Les Bretons sont assez peu collectifs, donc on a peu de projets collectifs. Mais on a quelques projets collectifs. Dans la région voisine, en Pays de la Loire, c'est jusqu'à 10-20 exploitations qui se regroupent pour faire des grosses unités.
Et puis après, on a aussi plutôt des projets industriels de territoire avec des investisseurs qui vont plutôt développer une technologie et rassembler autour d'eux des agriculteurs pour l'approvisionnement, des entreprises agroalimentaires et puis des agriculteurs pour le plan d'épandage. Parce que n'oublions pas que les plans d'épandage aujourd'hui appartiennent aux agriculteurs et les agriculteurs sont aujourd'hui très vigilants à ce que cette valeur ajoutée de la méthanisation ne leur échappe pas parce qu'ils détiennent une des clés principales, c'est-à-dire l'épandage des digestats de méthanisation. Donc ceci étant dit, au niveau analyse, en synthétisant un peu ce qu'a dit Grégory, moi je dirais qu'il y a 4 points principaux qu'on va analyser donc très brièvement. Le premier, c'est l'aspect humain. Alors effectivement, pour un banquier, c'est jamais l'aspect le plus facile parce que c'est pas des ratios, c'est pas voilà, et des fois on le sent ou on le sent pas. Voilà, si on s'exprime clairement et dire à quelqu'un je le sens pas, c'est difficile à justifier. Donc les aspects humains sont compliqués, pourtant ils sont très très importants. C'est la capacité à sortir de son exploitation, à se former, à mener jusqu'au bout, la ténacité, mener jusqu'au bout ses projets avec différents intervenants qui ne sont pas toujours faciles à manipuler, les acheteurs de gaz, EDF-OA, Engie, Enedis, pardon, GRDF, GRT Gaz, hein, donc tous ces acteurs qui gravitent autour d'un projet de méthanisation. Donc les aspects humains, la capacité à porter le projet, à se former, c'est très important. Donc dans les 4 critères, c'est le premier. Après, le deuxième critère qu'on va regarder, c'est les intrants, l'approvisionnement du méthaniseur. Quel degré d'autonomie notre porteur de projet a dans son projet. Et si son autonomie, s'il a moins de 80% d'autonomie, enfin s'il a des intrants qui viennent de l'extérieur, quelle est la pérennité de ses apports ? Comment il va pouvoir les contractualiser? Et s'ils disparaissent, comment sur sa propre exploitation ou dans son voisinage, il va pouvoir le substituer. Donc l'autonomie en intrant, ça c'est très important. Troisième critère, la technologie. On regarde aujourd'hui les installateurs. Hein, donc ils sont assez différents sur le territoire. En Bretagne, ça s'est recentré. On a 4 installateurs principaux, dont 2 vraiment locaux, hein, des Bretons qui ont adapter des technologies allemandes, mais qui sont des boîtes françaises. Et puis, alors malheureusement, pour les nouveaux entrants, en tout cas aux yeux du Crédit Agricole, et malheureusement, c'est peut-être des très bonnes technologies, mais on préfère dire à nos clients, bah, écoutez, allez voir là, ça marche, prenez plutôt des choses éprouvées que allez vous engager dans la recherche et développement. Donc la technologie, des choses basiques qui marchent, qui ont fait leurs preuves, c'est un atout pour nous. Et puis le quatrième point, c'est bien sûr les équilibres financiers, économiques. Quel est le coût du projet, quel est le coût au kilowatt installé ou au normomètre cube injecté. Donc voilà, la capacité à capter des subventions, donc à réduire l'endettement, les fonds propres. Aujourd'hui, on avait un subventionnement qui était quand même assez important, donc on avait, en tout cas dans la problématique de projets bretons, qui sont des projets très importants au niveau de nos agriculteurs, mais qui sont des projets entre 1,5 million et 3 millions d'euros. On avait un subventionnement qui permettait quand même de limiter les apports en fonds propres de nos clients. Ce subventionnement, les budgets de l'ADEME, de la région, des départements diminuant, ce subventionnement diminue. Donc on pense que peut-être le prix des installations va baisser légèrement. Et puis après, il faudra qu'on habitue nos agriculteurs à aller chercher des fonds propres, soit dans leur bas de laine propre,
ou alors à se lier avec des installateurs. Les installateurs de méthanisation peuvent être aussi, s'ils croient dans leur process, peuvent prendre des fonds propres dans les projets. Donc il y a la structuration du budget, du bilan, et puis après, bien sûr, il y a les équilibres économiques. La marge de sécurité qu'on va en tirer, cette marge, on va la rapporter au chiffre d'affaires. Et effectivement, quand on tend des marges à 10% du chiffre d'affaires, on a une certaine sérénité par rapport au fonctionnement global de l'unité. Donc voilà ces 4 critères principaux qu'on regarde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à la deuxième question. Est-ce que le numérique pourrait accélérer, ou en tout cas accélérer ou aider ce développement de cette filière? À travers vos réponses, on comprend bien qu'en fonction des parties prenantes, les problématiques sont nombreuses et que l'humain reste au cœur du dispositif. Néanmoins, pour que la filière se développe, certains freins pourraient sans doute être levés en utilisant les nouvelles technologies et qui font justement l'objet les thématiques de ces 48 heures techno. Alors la question pour François Xavier. Vous avez mis en place un certain nombre d'unités de méthanisation. Bien évidemment, l'agronomie, c'est la pierre angulaire de cette industrie. Depuis votre première unité et la dernière mise en place, ou celle que vous êtes en train de mettre en place d'ailleurs, avez-vous vu une évolution dans l'outillage disponible dans les différentes phases du projet, et quelles sont celles qui pourraient encore s'améliorer? Sur la partie technique, alors d'un point de vue industriel, c'est un peu le gap qu'on a, et là je vous rejoins quand vous parlez de technologie, on doit passer, et c'est vrai qu'il y a un facteur humain important, on doit passer d'une activité agricole où on est fortement lié à l'agronomie, à la saisonnalité et à la météo, à une activité industrielle où on s'affranchit de ces facteurs-là. Et culturellement, en fait, on n'est pas formaté pour ça en agriculture. C'est-à-dire qu'on est capable de travailler beaucoup quand la météo est là, mais par contre, on n'a peut-être pas cette capacité à travailler de manière régulière et rigoureuse dans le temps, et dans le très longtemps, quoi. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment un changement de mentalité, et nous on le voit notamment par rapport à nos équipes. Quand on met en place un méthaniseur, les gens qui viennent de l'agriculture sont très bons dans le dépannage, mais ne sont pas tellement bons dans la rigueur ou dans la maintenance. Donc on est en train de dissocier les équipes. D'un point de vue technologique, évidemment il y a eu des évolutions. Nous, elle s'est fait de manière très empirique par rapport à nos premiers sites, où quand on a mis en route en 2014, on était très content de notre technologie, sauf que 4 ans après, on voit les limites. Et aujourd'hui, dans les investissements qu'on fait, on gère énormément ce risque-là. Donc c'est des outils qu'on a mis en place dans le suivi de nos équipements qui nous ont permis de nous rendre compte que sur la consommation électrique, sur la maintenance, sur le temps des opérateurs, on avait des gains importants à faire. Parce que c'est sur ces coûts-là où on va jouer. Après, on a aussi des gains sur la partie approvisionnement, où grâce à des outils qu'on a mis en place sur le suivi de nos intrants, on a amélioré la qualité de stockage, on a amélioré les qualités de récolte et de conservation. Donc ça, c'est des outils qu'on a mis en place et qui nous permettent d'améliorer la technologie. Après, sur les outils en tant que tels, sur le développement d'un projet, évidemment, c'est aussi un peu structuré. On utilise des outils comme MS Project. C'est-à-dire que c'est important de suivre et d'avoir vraiment une traçabilité. Sinon on se fait dépasser, quoi. C'est-à-dire que on est obligé d'avoir un vrai suivi de gestion de projet, quoi, voilà. Et ça aussi, culturellement, il faut l'intégrer, parce que un projet qui dure 3 ans, à un moment il peut s'essouffler si on n'est pas capable de relancer la machine régulièrement, de répondre à l'administration à ses questions régulièrement, et de s'affranchir aussi de ce temps agricole. Parce que si on suivait le calendrier agricole, on serait capable d'être plus disponible l'hiver, mais moins l'été. Mais en fait, un projet, il doit avancer de manière linéaire. Et en plus, on a aussi ces calendriers qui nous sont imposés par les différents stop and go de ces projets, qui sont la réservation du tuyau de gaz, qui sont les subventions et les financements, qui sont les permis de construire et les autorisations qu'on a, notamment ICPE. Donc on a un ensemble de critères à suivre. Et là, aujourd'hui, le digital pourrait évidemment nous aider dans le développement de ces projets.
Mais très clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Guérini, je sais que vous travaillez déjà à l'industrialisation de la filière. Parmi les freins que vous avez évoqués précédemment, quels sont ceux sur lesquels les équipes d'Engie travaillent pour faciliter l'exploitation et optimiser la rentabilité des futures unités? Alors, nous, on est des beginners dans le domaine du biogaz. Contrairement à Monsieur Létang qui a déjà une forte expérience, voilà, nous on est encore en phase d'apprentissage. Après on apprend vite, on a la chance d'avoir des moyens aussi que n'ont pas des petites entreprises, donc on essaie de les mettre intelligemment au service de ces projets. On essaie de convaincre aussi en interne, c'est beaucoup notre travail, aussi bien de moi que de Xavier Passemar, le directeur général d'Engie Biogaz, de convaincre de direction générale que le biogaz est un bon investissement pour les capex du groupe, parce qu'on est toujours un peu en compétition avec les parcs solaires, les parcs éoliens et d'autres investissements. Donc on essaie de montrer à quel point le biogaz a un intérêt dans la chaîne de valeur, un intérêt au niveau territorial, un intérêt aussi vis-à-vis de nos clients, puisqu'on a beaucoup d'industriels à qui on délivre déjà des services à l'énergie et autres avec lesquels on peut travailler, et qui eux-mêmes génèrent des biomasses qui peuvent venir dans des méthaniseurs. Alors, sur le digital, c'est un sujet qu'on connaît bien parce que dans notre entreprise qui est dite des 3D, avec l'arrivée d'Isabelle Cocher il y a à peu près 3 ans maintenant, on décarbonise, on digitalise, et puis on essaye un petit peu aussi globalement de se décentraliser. Voilà, c'est un peu notre leitmotiv. Donc le biogaz colle au 3D, donc ça c'est joli, c'est du marketing, ça marche bien, mais il y a aussi la réalité derrière. Dans le digital, le groupe Engie a beaucoup investi aujourd'hui, on essaie de changer complètement nos pratiques historiques. On a la chance d'avoir quand même des méthodologies de projet quand même assez robustes, parce qu'on a fait des grands projets, on a fait des grandes centrales, on a fait des grandes infras. Donc ça, c'est pas trop un problème. On a des ingénieurs et des gens assez rigoureux pour le faire. Néanmoins, dans le biogaz, on a 3 défis sur lesquels le digital peut nous aider. On a d'abord le sourcing des projets. Ça va par le sourcing des matières. Donc ça, c'est un sujet d'arriver à réunir autour de la table différents acteurs, des agriculteurs, leur présenter aussi les avantages du biogaz. Donc Monsieur Létang en parlait, il y a les problèmes d'évolution des pratiques, il faut les convaincre, il faut leur montrer les bénéfices, il faut leur montrer aussi qu'est-ce qu'ils vont en retirer d'un point de vue financier. Ça, c'est quand même aussi un élément, parce que pour la plupart, c'est le projet de leur vie, donc ils ne vont pas en faire 10 comme ça à la suite. C'est des projets qui vont durer 15, 20, 30 ans. Donc il y a un sujet de rassembler tous ces gens autour de la table, d'arriver à le faire vite, de le faire intelligemment, de le faire de manière constructive, de pouvoir dupliquer ça rapidement. Parce qu'effectivement, pour arriver à 500 TWh, il va falloir construire quelques milliers d'unités. Donc ça suppose quand même d'avoir des pratiques. Alors 3000, on va dire entre 2000 et 2500 à l'horizon 2030, c'est un peu l'objectif pour faire quand même 10% de gaz vert. Donc 10%, c'est entre à peu près 60 TWh de gaz, donc c'est quand même assez considérable. Et puis si on veut faire 100%, c'est passer les 10 000. Donc aujourd'hui en Allemagne, il y en a 10 000, donc c'est possible de le faire. On peut le faire. L'Allemagne est arrivée, on n'est pas moins malin que les Allemands, donc on va y arriver aussi. Mais néanmoins, ça suppose effectivement d'industrialiser. Pour vous donner une idée simplement sur ce chiffre-là, et après je reviendrai au digital, en Allemagne, en 2011, il y a eu à peu près 1000 méthaniseurs construits en une année. Donc c'est quand même assez impressionnant en termes de flux. Bon, c'est la force aussi d'industrie allemande, c'est d'être capable de monter en puissance et de délivrer une telle capacité. Aujourd'hui, on est quand même d'un ordre 20 inférieur en France à cette limite-là. Donc ça joue sur les capacités d'investissement, donc les banques, les acteurs qui financent. Évidemment, le sourcing de projet. Il faut aussi avoir les agriculteurs, les industries qui fournissent les intrants. On a du potentiel, donc il y a de la place pour tout le monde, mais néanmoins, il faut quand même le faire. Et puis d'arriver à rassembler tout ça pour qu'industriellement, il y ait des acteurs qui acceptent aussi d'investir et de faire les projets. Donc ça suppose d'avoir des PME, des grands groupes qui investissent et qui ont des équipes, des moyens capables d'industrialiser un pipe de cette nature. Donc ça s'est déjà fait, voilà, l'Allemagne l'a fait, donc on peut le faire. Bon, c'est pas quelque chose de délirant d'un point de vue technique. Néanmoins, il faut accélérer. Le digital peut nous aider effectivement sur le sourcing de projets, rassembler les acteurs, intervenir aussi sur du financement participatif. On en discute effectivement avec vos services. Je pense là-dessus, il y a beaucoup de progrès à faire. On l'a expérimenté sur le solaire et l'éolien, c'est un facteur d'accélération. C'est un facteur aussi d'acceptabilité locale. Quand on fait des projets, on le fait d'abord pour les habitants des territoires. Et donc, quelque part, il faut les associer d'une certaine manière, anticiper. C'est vrai que le biogaz peut poser des problèmes en termes d'odeur, en termes de camions, en termes de nuisances. Donc ça aussi, ça se travaille. Techniquement, il y a des solutions. Donc il n'y a rien d'impossible aujourd'hui. Mais ça se fait aussi en termes de communication avec les acteurs. Deuxième sujet, c'est effectivement au niveau des projets en eux-mêmes. Les projets prennent du temps.
Hein, c'est 4-5 ans pour monter un projet, c'est long, c'est difficile, il y a plein d'écueils. Plus c'est long, plus c'est dur, plus ça coûte cher. Donc là aussi, raccourcir ces délais, arriver à optimiser un peu ces choses-là, c'est un facteur indispensable aujourd'hui sur l'industrialisation. Hein. Si on ne raccourcit pas les projets, on s'épuise, il faut beaucoup de monde aussi pour le faire, c'est très intensif en termes de personnes. Il y a beaucoup d'agriculteurs à rassembler, il y a beaucoup de réunions à faire, beaucoup d'interactions avec les pouvoirs publics. Plus c'est long, plus il faut en faire, plus ça coûte cher. Donc là aussi, ça demande plus de cash pour démarrer les projets. Donc ça aussi, on va essayer de travailler avec des techniques de projet qu'on a déjà sur d'autres segments, les adapter au biogaz, arriver effectivement intelligemment à faire ça. Troisième sujet, c'est la partie exploitation. Et donc là, on a tout à faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, les unités sont très peu instrumentées. Ça se fait de manière extrêmement... Alors je ne vais pas utiliser le terme artisanal parce que ce n'est pas le cas. Je pense que les gens savent ce qu'ils font et ils essaient d'itérer. Mais il y a énormément effectivement d'itérations. Au début, ça ne marche pas bien. On arrive à trouver des solutions, on s'adapte. Et puis dès qu'il y a quelque chose qui change, boum, on revient un peu dans un segment où il faut se réadapter. Donc ça altère la disponibilité des installations, donc leur rentabilité. Ça rend les projets parfois pas très sexy d'un point de vue des investisseurs. Ça donne pas toujours confiance aussi dans ces investissements. Donc là, le digital, il peut nous aider aussi à capitaliser ces savoir-faire. Aujourd'hui, on travaille énormément sur ce sujet pour instrumenter les unités de méta, notamment sur la partie biologique, qui est un peu une black box. Quelque part, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, on ne comprend pas toujours bien comment ça marche. Arriver à mieux anticiper les choses, arriver à avoir des modèles, arriver à avoir des aides à la décision aussi pour les opérateurs, d'éviter d'avoir des docteurs en biologie sur chaque unité, mais de pouvoir systématiser ce savoir-faire, de le rendre accessible aux exploitants. Enfin, nous, on a beaucoup d'équipes d'exploitation. On a 12 000 personnes en France dans le groupe Engie qui s'occupent de faire de l'exploitation d'unités énergétiques. Comment les former? Comment faire en sorte qu'en quelques années, ils soient capables demain de pouvoir exploiter des milliers de méthaniseurs? C'est un défi, puisqu'on parle quand même de 6-7 personnes par méthaniseur. Donc, rendez-vous compte, pour 1000 méthaniseurs, ça vous fait 7000 personnes à former. Il va falloir les aider, il va falloir les recruter, il va falloir les former. Et donc ça aussi, le digital peut effectivement permettre d'accélérer. On n'a pas 15 ans pour faire ça. Il faut le faire assez rapidement. Et il faut montrer en tout cas au gouvernement qu'on est capable de monter rapidement aussi en échelle. Voilà. Si on instrumente, on va récupérer de la donnée, on va pouvoir apprendre des erreurs, apprendre aussi de ce qui marche bien, capitaliser cette data. On parle souvent de data analysis ou de de data lake, organiser. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut partager avec nos partenaires. On commence à le faire avec certains acteurs comme l'ADEME et autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, les unités méta, on a beaucoup de mal à obtenir de l'information. Elles sont peu instrumentées, les informations sont peu partagées, parce que beaucoup d'unités ne marchent pas très très bien, donc les gens ne veulent pas trop non plus montrer que ça fonctionne mal. Néanmoins, voilà, on va essayer sur les nouvelles, en tout cas nous, toutes les unités qu'on est en train d'installer, les 40 projets qu'on a en France et l'équivalent à peu près hors Europe, on instrumente tout, on centralise la donnée, on fait ça à Paris, on a un centre d'hypervision qui permettrait de récupérer cette donnée-là, et on commence à faire processer des modèles pour pouvoir assembler ça. Donc ça, c'est vraiment un domaine sur lequel l'humain est quand même au centre, 80% de la valeur d'un projet est dans l'équipe d'exploitation, mais le digital peut accompagner cette équipe d'exploitation, elle peut projeter le meilleur du savoir aussi à ces équipes pour les aider à prendre les bonnes décisions rapidement sur les sites, puisque on en parlait tout à l'heure avec Monsieur Létang, mais les dossiers sont quotidiens, les équipes prennent des décisions au jour le jour sur ce qu'elles doivent mélanger, ce qu'elles doivent réparer, ce qu'elles doivent aménager. C'est des usines, c'est pas un parc solaire, ça vit concrètement. Tous les jours, il y a de la casse, il y a des problèmes à gérer. Donc là aussi, ces difficultés-là, quand vous les accumulez sur une année, ça peut effectivement créer des pertes d'exploitation. Et si par contre, on arrive effectivement à leur fournir les bons degrés de décision, les bons conseils de manière quasiment continue et permanente, ça peut permettre effectivement d'améliorer la rentabilité, faciliter le travail des opérateurs et globalement effectivement d'améliorer la confiance qu'on peut avoir dans ce type d'installation. Donc ça aussi, le digital là-dessus peut vraiment apporter des choses très significatives et je pense qu'on part de loin, donc on a un progrès quasiment facile à faire les prochaines années et puis on est encore très loin de l'asymptote là-dessus. Donc de la data. De la data qu'il faut d'abord acquérir. Voilà, mesurer de la data sur un système électrique, c'est facile. Mesurer de la data sur un système biologique, c'est plus compliqué. Allez voir ce qui se passe dans un moule de fermentation. Il faut des capteurs, mais ce pas des capteurs classiques. Ça s'encrasse vite, c'est délicat. Donc là aussi, il y a de l'intelligence à faire. Heureusement, on a un tissu de start-up absolument incroyable en France et en Europe pour proposer des choses innovantes, des mesures par infrarouge, par fibre optique, par micro-ondes. C'est un domaine sur lequel les semi-conducteurs ont fait un progrès énorme. Et puis derrière, c'est une infrastructure, des serveurs, de l'analyse
l'analyse du tri de données, qui nous permet aussi d'aller remonter des choses, même sur des choses très simples, des opérations mécaniques, arriver à, par exemple sur un compresseur ou sur une pompe, à anticiper un arrêt de cette pompe-là. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait absolument pas, alors que c'est pas si compliqué. Si vous instrumentez la pompe et vous êtes capable de voir à un moment donné arriver un accident, vous êtes capable de le prédire, faire du prédictif, et donc de prévenir vos équipes dans leur maintenance, gérer leur plan de maintenance, de pouvoir intervenir quelques semaines avant, potentiellement que le problème puisse arriver. Du Smart Factory. Oui, et c'est pas difficile. Voilà, moi je tiens toujours à rassurer les équipes là-dessus, parce que on a beaucoup d'experts sur le terrain qui ont cette connaissance et qui ont un peu le feeling de ce qui peut arriver sur les sites. Le digital peut apporter des choses très simples sans enlever l'intérêt et la valeur ajoutée de l'homme dans l'opération. Vous avez répété 2 à 3 fois un terme qui est cher à M. Marugan, dans une discussion que nous avions eue, c'est la capacité à construire et partager des modèles. D'accord. Ouais, mais c'est vrai que je partage en fait c'est ce qui peut doper un peu ce qui peut doper le développement de la méthanisation, c'est justement la diffusion des modèles et des modèles qui marchent. Et effectivement, aujourd'hui, nous on le constate, c'est qu'en méthanisation, je ne suis pas tout à fait d'accord quand vous dites qu'il y a un certain nombre d'unités qui ne marchent pas. Moi, j'en vois un certain nombre qui marchent très bien. Et malheureusement, il y a une forme de rétention, de secret, de rétention d'informations. Je ne sais pas si c'est partagé. Et en fait, aujourd'hui, la diffusion de ces modèles qui marchent avec des données économiques se fait tout doucement, quoi. Et je ne sais pas si c'est la profession des méthaniseurs qui veut garder son savoir-faire. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'unités de méthanisation qui marche très bien. Quant à la métrologie en méthanisation, en tout cas pour le monde de l'agriculture, c'est pas quelque chose de nouveau. L'agriculture est en train de se moderniser très très rapidement. Il y a de la robotisation en élevage laitier, dans l'élevage hors sol, porc, il y avait énormément de métrologie. Et la méthanisation a beaucoup de capteurs, même des petites méthanisations, des capteurs de pH, de température, de soufre, de CO2, d'eau. Donc il y a énormément de données. Il y a des compteurs qui tournent 24 heures sur 24, qui fournissent des kilowattheures thermiques, des kilowattheures électriques, des kilowattheures équivalents biométhane. Donc toutes ces données, elles existent. Après, c'est arriver à les diffuser et à montrer aux gens qui s'intéressent à la méthanisation des modèles. Il y a des modèles, je le redis, il y a toute taille de méthanisation. Il y a des modèles pour tout le monde. On a peut-être un peu une carence sur les tout petits modèles, parce qu'aujourd'hui, le point de l'investissement par rapport au chiffre d'affaires est quand même très, très élevé. Mais en tout cas, à partir de 100 kW électriques ou de 60-75 normomètres cubes d'injection gaz, il y a des modèles qui apportent satisfaction économique, professionnelle à bon nombre de porteurs de projets aujourd'hui. Merci Monsieur Maruban. J'avais une dernière question, c'était pour Monsieur Raboisson, c'était l'intelligence artificielle pour pouvoir justement construire ces modèles et pouvoir bien évaluer le risque. Alors, vu que je colle au risque, a priori, alors le digital, on y est passé, nous, en 2012. Plutôt dans la construction. Oui, j'entends bien, je plaisante. En fait, pour revenir avec ce que M. Guérini disait, en fait, Crédit Agricole est allé très tôt sur la méthanisation, et donc depuis 2012, nous on recueille des données. Alors c'est des données un peu statiques, puisque c'est des données, lorsque l'opération est mise en place, on a créé un outil qui a été mis à disposition des caisses régionales et de nos clients, qui leur permet de monter leur projet et de déterminer un scoring. Donc quelque part un go ou un no-go du financement des projets. Et cette partie-là, l'intérêt pour nous, c'était d'aider à la décision du financement d'unités de méthanisation, mais c'était également de récolter des données. Et ces données, aujourd'hui, donc on les exploite, et ça nous permet en fait de dessiner des débuts de modèles, de projets qui, en tout cas, sont censés bien fonctionner. Et donc on a de la data aujourd'hui et on l'exploite pour nous permettre de faire des benchmarks à l'octroi d'une nouvelle opération. Ça c'est génial. Par contre là où on a des difficultés, c'est qu'on n'a pas ces retours sur investissement d'informations sur la durée de vie.
On pense que ça va marcher, mais on ne collecte pas l'information. Et là, je rejoins un peu ce que tout le monde dit, c'est-à-dire que ce qui nous manque, c'est de l'information en cours d'exploitation, de savoir finalement quels sont les bons modèles qui fonctionnent et ce qu'on peut dupliquer. Parce que vous avez évoqué ce qui a été dit tout à l'heure, en mars, on a lancé, il y a un groupe de travail qui a été lancé par le ministère de la Transition énergétique à l'époque, je crois que ça a changé, voilà, Sébastien Lecornu, où il dit qu'il faut industrialiser, il faut professionnaliser. Et je dirais que l'information collectée peut nous aider à vérifier et à valider ce qui fonctionne et à le dupliquer plus facilement. Pour autant, l'idée, c'est pas que cette donnée-là devienne de la donnée publique, mais au moins de la donnée confidentielle, masquée, peut quand même être exploitée pour dire pour telle typologie d'unité, on a mis telle matière et on sort tel rendement. Rien que ces quelques données-là, finalement, peuvent nous aider à déterminer des modèles qui fonctionnent. Voilà, je terminerai là-dessus, mais la récupération d'informations a posteriori peut être une grande aide au développement de la filière. Les pouvoirs publics pourraient inciter justement à ce partage. Ouais. Voilà. En tout cas, messieurs, merci beaucoup pour cet échange très instructif. Je pense qu'on est au début d'une ère très intéressante dans le monde agricole et pour l'énergie verte en France. Merci beaucoup.